Nous allons donc conclure cette matinée avec le regard d'un grand témoin qui a donné son nom à une méthode douce qui permet à chaque cavalier de devenir un homme de cheval. L'homme est connu, il est respecté par toute la filière. Merci d'accueillir Nicolas Blondeau, instructeur titulaire d'un brevet d'état d'équitation sportive deuxième degré, spécialiste du débourrage. Et pour vous interroger, François Moreau de Paris Turf. Bienvenue, monsieur Blondeau. Monsieur Blondeau, bonjour. Bonjour. Vous avez créé en 2005 une école qui porte votre nom du côté de Saumur, à Saumur. Dans le milieu des courses hippiques, on vous appelle parfois l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On a entendu beaucoup de définitions du bien-être animal. C'est quoi la vôtre, celle de monsieur Blondeau? Alors, d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Je suis très impressionné d'être là devant vous. Pour tout vous dire, j'étais un peu inquiet ce matin quand j'ai lu le programme et j'avoue, je suis un peu rassuré là parce que j'ai entendu quand même beaucoup de bon sens dans les discours. Alors, ma définition du bien-être animal, eh bien écoutez, je vais vous en parler. Pourquoi vit-on avec les chevaux? Pourquoi a-t-on besoin d'eux? Quel est notre intérêt commun? Parler du bien-être animal, c'est faire comprendre à tous ce besoin qu'on a de vivre ensemble. Au-delà des conditions de vie que l'on doit donner aux chevaux et avec lesquelles tout le monde est d'accord, il me semble plus urgent d'expliquer la nature du lien qui unit les chevaux et les hommes. C'est parce que nous avons des choses à faire ensemble que nous vivons avec eux. Si beaucoup d'entre nous sommes passionnés par les chevaux, c'est que nous avons eu la chance de rencontrer plus ou moins tôt des hommes de cheval qui ont su nous faire partager leur passion. C'est donc la connaissance du cheval, de son histoire et de son milieu qui saura intéresser le plus grand nombre. Nos ancêtres vivaient en permanence avec les chevaux, qui étaient souvent pour eux, au travail ou à la guerre, une question vitale. Aujourd'hui, cette relation avec le cheval est le plus souvent réduite au sport ou au loisir. Et la connaissance que nous en avons, il faut bien l'avouer, s'est aussi dégradée. Je pense que toute relation durable passe par la connaissance de l'autre. Et avant de parler d'évolution ou de bien-être animal, ce qui m'inquiétait ce matin, il me semblerait utile de retrouver ce niveau de connaissance qu'avaient nos anciens. J'ai donc choisi de commencer par le début, familiariser à nouveau l'homme au cheval. Et nous avons ouvert à Saumur une école d'hommes de cheval. C'était en 2005, le bien-être du cheval était déjà au cœur du projet. Ce que l'on essaie d'enseigner dans cette école, c'est notre tradition française et surtout l'application de ses principes, puisque la méthode que j'ai mise en place en est directement issue. Je crois aussi, sans prétention aucune, qu'il est préférable de vivre cette culture pour pouvoir l'expliquer. Je crois que c'est Jean Jaurès qui disait « On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est ». Notre tradition équestre remonte à la Grèce antique, trouve ses origines dans la Grèce antique, puisque c'est Xénophon qui, le premier, 400 ans avant Jésus-Christ, a parlé de la descente des aides. Et toute notre équitation est d'abord basée sur ce principe. Xénophon a écrit « Dès qu'il porte beau et qu'il est léger à la main, qu'on cesse alors de le presser, de le chagriner, mais qu'on le caresse au contraire et qu'on cesse le travail, de la sorte, pensant à l'avenir en être bientôt quitte, il prendra plus volontiers la position qui semblera devoir le délivrer. » Voyez comme notre équitation tient compte de la nature même de cet herbivore qu'est le cheval, qui cherche avant tout la paix et la tranquillité. Et je dirais que si le cheval se complaît dans l'obéissance, c'est aussi qu'il y trouve un intérêt. Bien plus tard, de nombreux écuyers français ont contribué, chacun à leur tour, à enrichir cette culture. Au XVIIIe,
La Guérinière, que l'on considère encore comme le père de l'équitation française, a écrit ce beau texte dans son livre « École de cavalerie ». Je vous le lis, le texte est très beau. Il y avait des personnes préposées pour exercer les poulains au sortir des haras lorsqu'ils étaient encore sauvages. On les appelait cadours de bardel. On les choisissait parmi ceux qui avaient le plus de patience, d'industrie, de hardiesse et de diligence, la perfection de ces qualités n'étant pas si nécessaire pour les chevaux qui ont déjà été montés. Ils accoutumaient les jeunes chevaux à souffrir qu'on les approchât dans l'écurie, à se laisser lever les 4 pieds, toucher à la main, à souffrir la bride, la selle, la croupière et les sangles. Ils les assuraient et les rendaient doux au montoir. Ils n'utilisaient jamais la force ni la rigueur, qu'auparavant, ils n'eussent essayé les plus doux moyens dont ils pussent s'aviser, et par cette ingénieuse patience, ils rendaient un jeune cheval, familier et ami de l'homme, lui conservaient la vigueur et le courage, le rendaient sage et obéissant aux premières règles. Si l'on imitait à présent la conduite de ces anciens amateurs, on verrait moins de chevaux estropiés, ruinés, rebours, raides et vicieux. Vous voyez, la Guérinière regrettait déjà le bon vieux temps. On voit là encore que le bien-être animal était une préoccupation première. Plus tard, François Baucher aussi s'insurgeait contre, je cite, « ces casse-cous qui débourrent et n'entendent rien à l'équitation et laissent au cheval un emploi de force aussi nuisible à son éducation morale qu'à son organisation physique. » Et il ajoutait « quand cessera-t-on de s'adresser ainsi à des animaux aussi intelligents ?» À la même époque, le commandant Rousselet, qui était le premier maître du général Lott, insistait lui aussi sur le fait, il disait d'abord rendre le cheval confiant. Son élève, le général Lott, sera lui l'auteur d'un des principes majeurs de notre culture équestre, calme, en avant et droit, parce qu'il faut impérativement que le cheval soit calme et détendu pour qu'il puisse comprendre ce que l'on attend de lui. Plus près de nous, d'ailleurs, le docteur Pradier donnait une définition encore plus complète de l'impulsion dans laquelle doit évoluer le cheval avec l'homme. Pradier disait, le cheval dans l'impulsion, c'est le cheval à disposition du cavalier, disposition qui présente d'évidence avec la soumission un rapport si étroit qu'il faut les confondre en une seule et même notion. 3 autres principes doivent toujours être appliqués dans l'éducation du cheval. Ce sont aussi des principes bauchéristes. Le premier, se contenter de peu, demander souvent, récompenser beaucoup. Le second, ne demander que ce que l'on est sûr de pouvoir obtenir. Et le troisième, la certitude d'avoir été compris n'existe jamais chez le cavalier qui n'a pas été obéi. Ces 3 principes ont un lien entre eux, puisque pour être sûr de pouvoir obtenir quelque chose, il vaut mieux se contenter de peu, et pour comprendre vraiment les choses, il vaut mieux les avoir vécues. D'où l'importance de faire exécuter aux chevaux les mouvements qu'on veut leur apprendre. C'est en tenant compte de ces principes que j'ai pu codifier la méthode dont je vais vous parler. On y arrive. Donc, la méthode Blondeau. Expliquez-nous. Emmanuel Kant a écrit « L'apparence requiert tact et finesse, la vérité, calme et simplicité ». Mais cette philosophie pourrait s'appliquer à l'équitation. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est peut-être là le mal français. À l'opposé de ces pratiques venues d'ailleurs et tant vantées par les médias, la méthode décrit, à mon avis, la façon la plus saine pour aborder un cheval la première fois. La manière avec laquelle il est préférable de débuter son éducation, même s'il n'a jamais vu l'homme. Avec cette progression,
les résultats sont extrêmement rapides. Mais cette rapidité n'est que la conséquence des moyens employés. Pour le cheval, la principale difficulté rencontrée est souvent la peur de l'homme. Parce que, en règle générale, la peur de l'homme, surtout s'il y a eu des antécédents, eh bien, on va surmonter cette difficulté par le contact. C'est un contact physique, c'est un corps à corps. Il faut prendre le cheval dans ses bras et c'est là que la voix et surtout le toucher ont leur importance. En règle générale, plus un cheval a peur, plus il peut être violent et plus il faut se tenir près de lui, collé à lui. Il faut pouvoir maîtriser le bout de devant et c'est là que la proximité et l'embouchure deviennent indispensables. À ce sujet, à l'encontre de certains référentiels de formation qui interdisent aux élèves de manipuler les chevaux dans les boxes. J'insiste sur le fait, avec les chevaux, la véritable difficulté, la véritable sécurité, se trouve dans le geste juste. Ce geste s'apprend, libre à nous de pouvoir l'enseigner. Pour l'homme, la difficulté souvent rencontrée, c'est l'appréhension des réactions du cheval. On surmonte ce problème par l'expérience et la connaissance de son sujet. D'où l'importance du débourrage, de l'homme en préalable. Je dis souvent à l'école, on éduque les chevaux, mais on débourre surtout les hommes. Après ces premières manipulations faites au box, dans l'écurie, là où le cheval est amené à vivre, eh bien, l'autre étape importante est celle de l'embarquement. Parce que le fait de faire accomplir à un cheval une tâche qu'il appréhende va faire de l'homme un référent vis-à-vis du cheval. Dans leur rapport entre eux, l'homme doit devenir au plus tôt le référent du cheval. Le cheval doit s'en remettre à l'homme comme un fils à son père, et c'est peut-être là le but de notre relation. Alors, il me paraît évident que parler de poser la question du bien-être animal, c'est poser la question du bien-être au travail. Jocelyne Porcher l'a écrit dans son livre « Éleveurs et animaux, réinventer le lien ». Le bien-être des chevaux passe par celui des hommes. S'il est bien sûr important d'organiser la vie des chevaux en pensant à leur bien-être, il me paraît aussi nécessaire de s'occuper de la vie des hommes qui vivent avec eux. Il faut donc former les hommes, leur apprendre à travailler avec les chevaux dans un rapport d'autorité et de respect, en leur donnant des conditions de vie et de travail acceptables. On peut bien sûr pondre des règlements qui obligent à mettre les chevaux tous les jours au paddock, mais que va-t-il se passer si on donne cette charge supplémentaire à un employé déjà débordé? Les gens qui s'occupent des animaux savent bien que le temps leur est indispensable et a une vraie valeur. Il faut donc que les hommes aient le temps et les moyens matériels de s'occuper des chevaux qui leur sont confiés. Dans ce sens, nous nous sommes rapprochés de Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'INRA, qui étudie le travail animal. C'est aussi grâce au soutien de la région Normandie que nous avons pu démarrer ce premier programme de recherche que nous avons appelé Cheval-Éduc. Les résultats de ces recherches vont permettre d'expliquer au grand public les raisons de notre relation avec les chevaux. Ce programme de recherche a pour but de prouver que, comme l'homme, le cheval peut s'investir dans le travail et s'y épanouir grâce à lui. Pour s'en convaincre, il suffit d'apprécier l'état physique et mental de la plupart des chevaux qui font carrière dans les bonnes écuries.
À l'école, c'est Sophie Barrault, assistante de Jocelyne Porcher, qui travaille sur ce programme depuis 2016. Sophie a filmé un panel d'une centaine de poulains en cours de débourrage qui permet de penser que le cheval, dès ses premiers contacts avec l'homme, tend à établir une relation avec lui. Je vous donne un exemple. Lors de l'étape du vent, étape après laquelle on note ce changement d'attitude du cheval envers l'homme. Sophie Barrault a relevé une réaction dont on n'avait encore jamais parlé et qui est bien visible sur toutes ces vidéos. Après avoir surmonté la difficulté de l'embarquement, le cheval se rapproche de l'homme et vient mettre le nez sur son épaule. Ce même geste est décrit mot pour mot par un maréchal ferrant nommé Balassa dans un traité de maréchalerie intitulé « La ferrure sans contrainte ». L'ouvrage est daté de 1825 et l'auteur affirme qu'après ce réflexe systématique, les chevaux se laissent complètement faire. On voit là encore combien nos anciens savaient observer les chevaux et leur comportement. Libre à nous d'en tenir compte, de les lire et de les écouter. Enfin, je voudrais surtout insister sur cet état d'esprit dans lequel on doit être avec les chevaux. Je pense que l'on devrait suivre ce conseil de Maurice Ontang, qui est l'auteur de l'un des ouvrages les plus complets sur la psychologie du cheval, qui en 1955 concluait déjà son livre en disant « Au point où en sont les connaissances sur la psychologie du cheval, c'est surtout la psychologie de l'homme de cheval qu'il convient d'inculquer au plus tôt à tous les usagers. » Dans ce monde du cheval où les sensibilités sont multiples, je crois vraiment que cet état d'esprit d'homme de cheval est unique. Il serait bien dommage de ne pouvoir l'enseigner. Un homme avant moi avait su le transmettre. Il s'appelait Jean Couillot. Enfin, je terminerai en rendant hommage au régiment de cavalerie de la garde républicaine de Paris qui applique la méthode Blondeau depuis plusieurs années parce que si l'on s'intéresse au bien-être animal, cette institution est l'un des plus beaux exemples d'hommes et de chevaux vivant ensemble. Je voulais les remercier. Le colonel Jean-Loup avait raison. Le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Merci à eux de m'avoir tant aidé et merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Une question ? Pose une question si tu veux. Monsieur Blondeau, c'était en 2016 le début du programme. Est-ce qu'il y a déjà eu des réponses ou des alternatives qui ont été mises en place depuis ? Au sujet du programme de recherche. Le programme de recherche, vu que c'était en 2016, on est presque 3 ans après. Les premières conclusions sont en train d'être mises en écriture et donc on est amené à donner le résultat de ces recherches à partir de mars 2020. D'accord, parce qu'il y avait une réalité économique également par rapport au fait du travail des chevaux, pour qu'ils travaillent de plus en plus tôt également par rapport à ça. Alors bien évidemment, si vous voulez, mais on bénéficie d'une culture équestre que le monde entier nous envie. On se demande encore ce qu'on va pouvoir en faire. Il serait temps de s'y intéresser. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Blondeau, d'être venu nous apporter votre témoignage.